Suspension, nous en étions aux discussions sur l'article 299. Madame la ministre venait d'en faire la lecture. Madame la députée de Lapinière, questions, commentaires? Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de me joindre à vous pour la suite. Alors, la première question que j'aurais pour Madame la ministre à l'article 39.4 qui est modifié, on dit que la commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois tous les 4 ans le président directeur général de toute société qui n'est pas un organisme de l'administration gouvernementale visé à l'article 29 de la loi sur l'administration publique afin de discuter de sa gestion administrative de la société. Alors, quand on dit doit, on crée une obligation. Est-ce que la ministre peut nous expliquer le processus de reddition de compte qu'elle souhaite implanter par cette insertion-là à la loi, s'il vous plaît? Madame la ministre. Bien, écoutez, dans le fond, l'idée, c'est d'élargir le bassin des gens qui peuvent être appelés par la commission, selon ses priorités, selon son horaire et tout. Et donc, on a un ensemble de sociétés d'État qui n'étaient pas visées précédemment. Puis là, on vient les mettre dans le bassin des sociétés d'État qui, dorénavant, peuvent être appelées à répondre à des questions de l'Assemblée nationale, ultimement. Alors, c'est pour une meilleure reddition de comptes. Alors, comme par exemple... celles-là sont assujetties, c'est ça. Il y en a 14 qu'on rajoute là, avec cet amendement-là. Exemple, l'Agence du revenu du Québec, l'Autorité des marchés financiers, l'École nationale de police du Québec, l'École nationale de pompiers du Québec, la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, EMA Québec, Investissement Québec, Société de la place des arts, Société des alcools, la CEPAC, Société des loteries, Société du Palais des congrès, Société Parc industriel et portuaire de Bécancour, puis Société québécoise d'information juridique. Alors, des fois, selon l'actualité, selon ce qui se passe, bien, on donne le droit à la commission d'exiger que ces sociétés d'État se présentent devant elle. Fait que c'est vraiment dans une perspective de meilleure imputabilité, d'avoir les moyens de poser les questions en temps opportun. Puis il y a d'autres articles plus tard qui vont viser des sociétés d'État spécifiquement, là, comme Hydro-Québec notamment, à l'article suivant. OK. Madame la députée de Lapinière. Merci. Alors, vous avez dit que, donc, on ajoute 14 sociétés. D'après ma compréhension de votre réponse, c'est que selon l'actualité, ces sociétés, c'est-à-dire les commissions, pourraient avoir le droit d'appeler ces sociétés pour faire une reddition de compte. Donc, je comprends que ça peut être ponctuel. Puis vous avez dit en début de réponse que les sociétés peuvent être appelées. Mais là, l'article dit que la commission parlementaire compétente doit entendre au moins une fois tous les 4 ans le PDG. Donc, c'est pas juste ponctuel ou qui peuvent être appelés, c'est que obligatoirement, tous les 4 ans, le PDG de chacune de ces sociétés déjà dans la liste, plus les 14 que la ministre vient de nommer, vont devoir être entendus par la commission parlementaire. Alors, comment ça va fonctionner? D'avoir toutes ces sociétés qui vont venir au moins une fois, donc au moins une fois par mandat, finalement, faire la reddition de comptes. C'est un bon point, là. Le doigt, il impose quelque chose. Exact. Fait que on pourrait dire peu. Puis là, ce qu'on me dit, c'est que la commission, elle se gouverne comme elle veut se gouverner ultimement, malgré que ce soit une obligation. Mais on va sortir le libellé dans d'autres... Madame Gingras. À Madame Gingras de... Consentement. Consentement. Donc, vous devez vous présenter, Madame, et votre fonction, dire votre fonction. J'essaie juste de m'assurer que c'est le bon dispositif, là. Est-ce que vous me donnez une petite minute? Oui, oui. Je ne prendrai pas parce que ça va prendre plus de temps qu'une minute.
Administration publique. Donc, vous vous nommez, vous donnez votre titre, votre fonction. Oui, bonjour. Julie Gingras, secrétaire générale associée responsable des emplois supérieurs. Il existe déjà une disposition équivalente qui est dans la loi sur l'administration publique. C'est l'article 29. Puis l'article 29, dans le fond, on a reproduit là, essentiellement l'article 29. Il est un petit peu long, mais je peux quand même vous le lire si c'est ça que vous souhaitez. Donc, l'article 29 se lit comme suit. Un sous-ministre ou une personne exerçant les pouvoirs que la loi sur la fonction publique attribue à un sous-ministre et à un dirigeant d'un organisme de l'administration gouvernementale, même si l'organisme n'a pas été désigné en vertu du 2e alinéa de l'article 5, sont, conformément à la loi, notamment en regard de l'autorité et des pouvoirs du ministre, de qui chacun d'eux relève, imputables devant l'Assemblée nationale de leur gestion administrative. C'est le prochain bout là, qui va probablement vous intéresser davantage. La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois tous les 4 ans le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme, afin de discuter de leur gestion administrative. Puis là, par la suite, on traite de ce que la commission parlementaire peut discuter. Donc, on dit la commission parlementaire peut notamment discuter, 1, de la déclaration de service aux citoyens, des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique ou du plan annuel de gestion de dépenses. 2, des résultats obtenus par rapport aux objectifs d'un programme d'accès à l'égalité ou d'un plan d'embauche pour les personnes handicapées, applicable dans le ministère ou l'organisme, et par rapport aux objectifs d'embauche déterminés par le Conseil du Trésor à l'égard des diverses composantes de la société québécoise. Et troisièmement, de toute autre matière de nature administrative relevant de ce ministère ou organisme et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du protecteur du citoyen. Donc, la notion de au moins une fois tous les 4 ans là, était déjà libellée comme ça dans la loi sur l'administration publique à l'égard des ministères. Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce que je comprends, c'est que la loi sur l'administration publique oblige déjà certains organismes à faire, qui relèvent de la CAP, à venir faire une reddition de comptes aux 4 ans. On veut recréer cette obligation-là dans l'article là, qui est à l'étude, tous les 4 ans. Mais comment ça va fonctionner? C'est-à-dire, je suis d'accord avec la notion de reddition de compte, et bien évidemment, je suis bien d'accord qu'il y a une obligation tous les 4 ans que chacun des organismes, y compris les 14 qui ont été ajoutés, soit obligé de venir. C'est tout à fait parfait. Mais comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est le leader du gouvernement qui va dire, bon, ben là, on va décider que cette année, tel organisme viennent, l'autre année, ce sera les autres organismes? Ou bien est-ce que va falloir que l'opposition fasse des demandes pour que ces organismes-là viennent? Alors, c'est le fonctionnement, là, la mécanique de comment on va s'assurer que ça va être fait. Et comment c'est quoi l'intention du législateur par rapport à ça? OK. Bien, ce sont de bonnes questions. Là. Ce qu'on m'indique, c'est vraiment la commission qui se gouverne elle-même puis qui décide. Chaque commission sectorielle, dans son domaine de compétences, entend en vertu de la loi sur l'administration publique, bon, au moins une fois tous les 4 ans, les ministres, là, dans l'exemple qu'on donnait tantôt. Fait que c'est la commission qui décide là, comment ça se passe dans la vraie vie, là. C'est la commission. La commission est formée de gens du gouvernement puis des oppositions, présumément. Donc, j'imagine qu'il faut que les oppositions fassent aussi valoir leur demande au niveau de la commission, puis que il y a des choses qui surviennent dans l'actualité qui imposent d'elles-mêmes que des organismes ont entendu, je pense. La SAAC est venue en commission parlementaire pour expliquer sa débâcle? Est-ce que la SAAC... si vous voulez bien, je vais laisser parler ma collègue de Bellechasse, qui est sur la commission, fait qu'elle va nous dire comment ça se passe. Allez-y. Bonjour. La commission... votre question, c'est la commission de la SAAC? Non, mais c'est comment ça marche la commission? La CAP?
La commission de l'administration publique. Bien, la commission se réunit en fonction des mandats qui lui sont octroyés. Vous savez, cette commission-là a le plaisir de pouvoir recevoir, entre autres, le protecteur du citoyen ou la vérificatrice générale pour recevoir leurs commentaires. Et là, par la commission, on peut prendre la décision de recevoir des groupes ou pas selon les dossiers. Je peux y aller, Monsieur le Président? Oui, allez-y, Madame la Merci. députée de la Pinière. Alors, je sais comment fonctionne une commission parlementaire. La question que j'ai, parce que là, avec cet article de loi-là, on crée une obligation que les sociétés visées viennent tous les 4 ans rendre compte que le PDG vienne rendre compte à la commission dont son organisme relève. Et la question que j'ai posée par rapport à la SAC, parce que Madame la présidente du Conseil du Trésor a dit, vous savez, des fois, il y a des choses qui arrivent qui font qu'on veut les voir, puis je suis tout à fait d'accord avec elle. Alors, ma question, c'est que la SAC, elle, on sait ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, là, avec le SACLIC. Est-ce qu'elle a été convoquée en commission parlementaire pour venir... En tout respect, la possibilité y était, sauf que le cas de la SAC en est un en particulier. Je pense qu'ici, on doit regarder ça de manière générale. Les organismes peuvent être invités par la commission à être rencontrés pour plusieurs raisons. L'idée, c'est qu'ils soient prêts et qu'à chaque 4 ans, ils puissent être prêts à être convoqués. La commission va sélectionner ses mandats en fonction du temps, en fonction de plusieurs critères, en fonction du sentiment des membres d'un besoin particulier. Et ensuite, bien, les organismes seront entendus au besoin. Alors, il y en a combien d'organismes, là, j'oublie la SAC, là, il y en a combien d'organismes dans les 8 dernières années qui sont venus rendre des comptes à une commission parlementaire? Bien, Donc, vous savez, statistiquement, vous me posez une question statistique. Moi, je vous inviterais à le regarder sur la commission. Moi, je suis nouvellement sur cette commission-là. Alors, je ne suis pas en mesure de vous répondre le nombre, un chiffre ou quoi que ce soit. que, Monsieur le Président, que la députée de Bellechasse ne puisse pas répondre à cette question-là. Est-ce que la ministre peut y répondre? Là, il faut qu'on vérifie. Je n'ai pas cette information-là. Parce qu'on n'est pas à la Commission des finances publiques, tout simplement. Je veux que vous le sachiez, là, tout simplement. Mais Vous pourriez poser la question à la Commission des finances publiques, là. nous sommes à la Commission des C'est finances. l'administration publique. On n'est pas à la Commission de l'administration publique, c'est ça? Excusez-moi. C'est ça. C'est ça, c'est pas la Commission des finances publiques qui est visée, c'est les 10 commissions sectorielles qui sont visées C'est par ça, cet c'est ça. article. Voilà. Donc, ben, en fait, c'est qu'il y en a pas eu une reddition de compte. C'est ça la réponse. Il y a plein de fois où les oppositions ont demandé à ce qu'il y ait une reddition de compte qui ne s'est pas faite parce que la commission qui se gouverne elle-même a refusé. Par exemple, pour l'audition des dirigeants des établissements universitaires, il y a une demande qui avait été transmise le 21 mars 2023. Elle n'a jamais été traitée, toujours en attente d'une séance de travail. Ça date de 2023. Ce qui est particulier, c'est que c'est un mandat qui est conféré par la loi, puis que le gouvernement n'a jamais donné suite dans le premier mandat. Même chose. Alors, le dernier mandat pour cet organisme-là, c'était effectué par un gouvernement libéral en 2015. En novembre 2023, ici même, à la Commission des finances publiques, on a transmis une demande réglementaire qui est une obligation d'étudier la politique budgétaire gouvernementale, puis il n'y a pas eu de suite. La demande a été transmise le 7 novembre 2023 par Monsef Déragi, mon collègue député Denis Ligan. Puis tous les autres mandats en attente de la présente législature, aucune proposition du leader pour les séances de travail. La CAPER, mandat de reddition de compte, entente de la financière agricole du Québec, demande transmise le 9 mai 2024 par le député de Pontiac. Ensuite, à la Commission des institutions, mandat de reddition de compte, ministère de la Justice, demande transmise le 13 septembre 2023 par le député de l'Acadie. À la CAT, mandat de reddition de compte. Là, sur la... Donc, je vais laisser Madame terminer. D'accord. Par contre, Pas une énumération de cas, parce que depuis que la commission existe,
tous les partis et depuis tous les temps, ça fonctionne comme ça. On soumet des propositions et la commission, entre elles, décide de l'issue de cette proposition-là et certains organismes sont entendus. Moi, je me souviens d'avoir entendu, entre autres choses, le tribunal du logement. Il n'y a pas si longtemps. Puis, on a auditionné aussi, il me semble, d'autres organismes, donc, entre autres, le Centre d'acquisition gouvernementale. Donc, il y a des choix qui sont faits. Effectivement, tous les organismes ne sont pas entendus, mais ici, il n'est pas question de faire une énumération de choix d'organismes. C'est la commission qui est souveraine Madame dans la ces députée de choix-là. Bellechasse, Madame la députée de Lapinière peut arriver avec une proposition, parce que là, moi, là, je la suis, là. Elle n'est pas d'accord avec le doigt, parce qu'elle dit que quand on met le doigt, moi, j'ai siégé sur la commission d'administration publique. Quand j'étais dans l'opposition, j'avais les mêmes récriminances que vous aujourd'hui. Donc, est-ce que vous allez proposer un peu au doigt? On verra. On va vous laisser continuer, madame. Merci, Monsieur le Président. Alors, puis la pertinence, c'est ce que je veux démontrer avec ces cas-là, c'est pour appuyer ce que je dis, c'est qu'il y en a eu 0 en 8 ans. Oui, il y a eu des groupes qui sont venus dans différentes commissions parlementaires, mais pour rendre compte que le PDG de toute société, le PDG vienne rendre compte de sa gestion administrative, il n'y en a pas eu. Puis là, on ne parle pas juste de la CAP, là, on parle des autres commissions. Société d'habitation du Québec, demandée par le 20 septembre 2023 par la députée d'Émile-Île. Toujours rien. À la Commission des finances publiques, encore une fois, ministère de la cybersécurité et du numérique, qui est une demande transmise le 19 septembre 2023 par mes collègues députés de Mont-Royal-Outremont et mandat de reddition de compte de la SAC, transmise le 19 septembre 2023 par mon collègue député de l'Acadie. Une relance transmise le 11 octobre pour proposer une séance les 18 ou 19 octobre suivants. Pas de réponse. Mandat conféré par la loi à la Commission des institutions, entendre le comité de surveillance de l'UPAC. Demande transmise le 8 décembre par ma collègue, 8 décembre 2022, par ma collègue députée de Westmount-Saint-Louis. Alors, Monsieur le Président, là où je veux en venir, puis vous avez lu dans mes pensées par votre expérience parlementaire, c'est que on dit ici, dans la loi, doit entendre au moins une fois tous les 4 ans le PDG des organismes. Alors, je suis d'accord avec l'intention du législateur. Si l'intention du législateur, c'est d'obliger que les PDG de ces organismes viennent rendre compte. Je l'ai dit au début, c'est une bonne idée, la reddition de comptes. Mais la CAQ ne l'a pas fait pendant 8 ans. Alors, ma question suivante, c'est, ça va être quoi le mécanisme? C'est quoi l'intention du législateur pour que ça fonctionne, pour que cet article-là puisse être mis en œuvre? C'est ça ma question. Parce que si, en 8 ans, le gouvernement n'a pas pu mettre en œuvre cette obligation qui obligeait déjà certains organismes, puis là, maintenant, en fin de mandat, vient ajouter ça, bien, ça va être quoi le moyen pour que, prochaine législature, cette reddition de compte-là puisse être faite? Parce que là, on a une belle intention dans la loi, mais comment ça va se déployer? Est-ce que ça va être possible si ça n'a pas été possible pour la CAQ pendant 8 ans? Vous mentionniez ça aujourd'hui, là, mais là, ça n'a pas vraiment rapport avec cet article-là. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, qu'il y a un exercice transpartisan qui se fasse sur comment les commissions se gouvernent, puis on peut-tu moderniser certaines façons de faire à l'Assemblée nationale? Tant qu'à moi, ça serait très souhaitable. Alors, je pense que ça peut faire l'objet d'un autre débat, mais bien franchement, cet article-ci, là, dans sa plus simple expression, c'est d'assujettir plus de monde à une meilleure imputabilité puis une opportunité pour les parlementaires de poser des questions quand ils le jugent opportun. Là, après ça, comment une commission se gouverne, bien là, ça relève de quelqu'un d'autre puis d'un autre exercice que celui qu'on est en train de faire. Vous n'avez pas tort sur ce que vous mettez de l'avant, là. Mais c'est pas moi qui va régler ça ce matin. Monsieur le Président, je reste un petit peu bouche bée, là, parce que si on fait une loi, normalement, les commissions parlementaires, peu importe le fonctionnement des commissions, normalement, elles ne sont pas au-dessus de la loi. Donc, elles devraient
faire leur travail. Les parlementaires qui siègent au sein d'une commission devraient respecter la loi et les organismes qui sont visés par la loi devraient aussi respecter la loi. Donc, si on les oblige à venir rendre compte de leur gestion administrative, une fois aux 4 ans, bien, qu'on s'assure qu'on ait le moyen de le faire, qu'on me dise comment on va le faire. Si on ne sait pas comment, si on ne sait rien, bien pourquoi est-ce qu'on met cet article-là pour sauver les apparences, puis après moi le déluge? C'est ça la question, là. Bien, écoutez, là, si j'avais pas mis cet article-là, vous n'auriez pas levé la main pour dire « Hey, ça marche donc pas bien, les commissions. » Alors, allez-y, proposez ce que vous voulez pour les commissions. Peut-être c'est dans un autre forum, mais pas dans celui-ci. T'sais, on ne vous a pas entendu parler de ça, là, puis déchirer votre chemise non plus sur le sujet, là. Monsieur le Président, là, moi, je suis à l'étude détaillée du projet de loi 7 dans cette commission. Et cet article-là est là. Donc, je pose des questions en lien avec cet article-là. Peut-être que les questions ne font pas l'affaire, mais la question est directement liée à l'article. Alors? Le président de la CAP, là, de la Commission d'administration publique, c'est votre collègue, Monsef Déragi. Fait que s'il y a un enjeu, bien, d'habitude, il n'y a pas de misère à se faire entendre. Je rappelle que ce sont toutes les commissions parlementaires là, dont il est question ici. Là. Toutes les commissions parlementaires. Et que lorsqu'un vote se prend, le gouvernement est majoritaire dans les commissions parlementaires, peu importe qui préside la commission. Que ce soit pour un mandat d'initiative, que ce soit pour entendre des groupes, ce sont les membres du gouvernement majoritaire qui décident toujours ce qui se passe en commission, ce qui sera entendu ou pas. Alors là, Monsieur le Président, je posais la question une dernière fois. On oblige aux 4 ans les PDG des organismes visés à venir rendre compte. Comment pourront-ils respecter la loi, cet article de loi-là, cette disposition de la loi 7 qu'on met de l'avant aujourd'hui? J'imagine qu'il doit y avoir une réponse. S'il n'y a pas de réponse, on ne sera pas bien avancé. Référé à l'article 294 du règlement de l'Assemblée nationale qui dit que l'examen en commission de différents dossiers, que chaque commission examine annuellement les orientations, les activités et la gestion d'au moins un organisme public soumis à son pouvoir de surveillance. Fait que là, on vient ajouter un certain nombre d'organismes publics assujettis, puis après ça, la commission est souveraine, puis elle va décider d'en regarder au moins un, mais elle a un bassin plus grand parce que notre préoccupation était d'améliorer la reddition de comptes et l'imputabilité. Je vous demanderai une suspension, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Suspension. Demandez.
Donc, nous sommes toujours aux discussions sur l'article 299. Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout à l'heure, la ministre nous a dit que ça relevait pas d'elle, que les commissions s'autogouvernent. Elle a rappelé le règlement de l'Assemblée nationale. Tout est beau. Mais la ministre ne savait pas qu'il y avait eu 0 reddition de comptes de cette manière en commission parlementaire depuis 8 ans. Donc, depuis les 2 mandats, les dernières législatures, les 2 mandats de son gouvernement. Alors là, cet article-là, qui crée une obligation pour 14 organismes de plus. Honnêtement, Monsieur le Président, je ne sais pas ça fait combien au total. Là. Il y en a combien qui étaient déjà visés, puis ces 14-là. Peut-être que la ministre pourra me le dire dans sa réponse. Et là, c'est un projet de loi qui vise à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État puis à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Mais malgré le règlement qui a été cité tout à l'heure, malgré le fait que les commissions s'autogouvernent, il reste que ce qui se passe en commission, c'est un choix politique parce qu'il faut que le leader donne du temps. La ministre ne pourrait pas nous présenter ce projet de loi-là aujourd'hui si son leader ne lui avait pas donné de temps. C'est la même chose quand on demande d'entendre un PDG ou un autre groupe en commission parlementaire. Si le leader du gouvernement n'accorde pas de temps, ça ne se fait pas. Alors, si l'objectif est un objectif noble de reddition de comptes, d'imputabilité des hauts fonctionnaires, et que l'ajout de ces 14 organismes et l'obligation que ces 14 organismes plus les organismes existants viennent aux 4 ans dans les commissions parlementaires pour rendre compte, en quelle mesure ça va accroître l'efficacité et quel sera le mécanisme pour s'assurer que ça se fasse. Alors, c'est la question que j'ai pour la ministre. Le projet de loi, là, c'est loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Fait qu'il y a la notion d'imputabilité. Fait que cet article-là, c'est pour l'imputabilité, c'est pas pour l'efficacité. Puis, par ailleurs, l'imputabilité peut permettre de valider l'efficacité si il y a des questions qui sont posées. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'élargir le bassin des gens qui peuvent être appelés devant la commission. Je l'ai dit, la commission, elle se gouverne selon les règlements de l'Assemblée nationale. Si on veut changer ça, on change de sujet. C'est un autre registre. Mais nous, ce qu'on vient faire ici, là, c'est de donner plus de pouvoir aux députés qui sont élus, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition. Alors, on avait à peu près 80 entités qui étaient assujetties à un pouvoir de poser des questions par la commission. On vient en ajouter 14 avec cet article de loi-ci, puis il y en a 4 autres qui vont être ajoutés avec d'autres articles là, qu'on va introduire. Donc, là, pour ma part, c'est meilleure imputabilité, plus d'entités qui peuvent être appelées, on donne plus de pouvoir aux députés, puis on va laisser la députée faire ses commentaires additionnels si elle le veut, mais pour ma part, ça répond à la question. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a 80 organismes qui sont déjà visés. On en ajoute 14 et la ministre vient de dire, et 4 autres vont être, 2 autres ou 4 autres vont être ajoutés. Alors, 80 plus 14 plus 4, ça fait bien 98, Monsieur le Président. Divisé par 4 ans, ça veut dire 29. Donc là, on oblige, en moyenne, que chaque année, durant la prochaine législature, 29 organismes vont avoir l'obligation de venir témoigner de leur gestion par souci d'imputabilité des hauts fonctionnaires. Je le comprends, je suis d'accord avec ça. Donc, dans quel monde ça va être possible, dans la prochaine législature, qu'une moyenne de 29 organismes viennent rendre compte de leur gestion en commission parlementaire
Puis là, évidemment, on ne parle pas des projets de loi de la prochaine législature. Comment ça va être applicable, cet article-là, puisque avec le doit, on crée l'obligation? Monsieur le Président, on a déjà répondu à la question en disant qu'on venait calquer là, ce qui existait comme article de loi dans la loi sur l'administration publique. C'est le même libellé, c'est doit, puis on est venu dire que c'est la commission qui se gouverne et qui va appeler qui elle veut appeler. Là, on vient juste lui donner un bassin plus grand. Donc, si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu le commentaire inverse. Bien là, pourquoi vous assujettissez pas ces organismes-là? Pourquoi la commission ne peut pas les appeler? Alors là, on vient dire que la commission peut les appeler. Là, ce que la députée mentionne, c'est que, bon, il y aurait peut-être lieu de revoir des éléments sur comment la commission fonctionne. Bien, je l'invite à faire ses commentaires dans le bon forum sur la question. Monsieur le Président, mes commentaires ne portent pas sur comment la commission ou les commissions fonctionnent, mais sur la faisabilité, sur la façon... Bon, désolée que le député soit pas content de mes commentaires, mais on crée une obligation. On vient de nous dire le nombre d'organismes visés. Alors, je veux savoir si on pense vraiment que ce sera possible pour la prochaine législature d'entendre en moyenne 29 PDG d'organismes par année sur leur reddition de comptes, alors qu'au cours des 8 dernières années, sous la CAQ, il y en a eu 0. Comment ce sera possible? C'est pas une question du règlement de comment fonctionnent les commissions parlementaires, c'est l'applicabilité de cet article-là qui me semble impossible. Mais juste si vous me permettez, là, parce que la députée de Bellechasse a dit qu'il y avait un organisme qui s'était présenté en commission. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas, là. Je vais vous donner, je me permets un commentaire parce que j'ai vécu, j'ai été à Ottawa, puis je veux que vous sachiez, parce que effectivement, il y a un problème. Je l'avais, ce problème-là, lorsque je siégeais sur la commission de l'administration publique quand j'étais dans l'opposition. À Québec, il y a 11 commissions, il y a 5 locaux pour être capables de traiter des dossiers. À Ottawa, ce sont des commissions permanentes qui siègent et qui ont des locaux attitrés. Ils ont des navettes, ils se promènent dans les édifices pas loin qui est autour du Parlement. Chaque commission peut préparer sa planification, peut déjà prévoir qui vont comparaître, puis on arrête le travail quand arrive un projet de loi. C'est comme ça à Ottawa. Ici, là, c'était la remarque que je faisais à M. Chagnon lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale pour dire il y a un clash. C'est impossible qu'on puisse atteindre les objectifs compte tenu du fait qu'on a 11 commissions et qu'il y a juste 5 salles. C'est comme ça, la réalité, elle est là. Donc, souvent, les commissions travaillent sur des projets de loi. Donc, les leaders discutent de projets de loi. Peu importe, là, c'était comme ça quand les libéraux étaient là, madame, j'étais là dans l'opposition, j'avais les mêmes réactions que vous. On est limité dans le parlementarisme. La loi, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit faire comparaître les gens. Vous avez raison, mais par contre, en même temps, le règlement de l'Assemblée nationale dit qu'un seul... Il y a une obligation de un comité, un organisme par commission. Donc, pourquoi? Parce qu'à quelque part, on a un problème de logistique. Et ça, c'est un problème qu'on pourra discuter tous ensemble, mais ce n'est pas la Commission de la fonction publique. Nous, c'est la Commission des finances publiques qui va régler tout ça. Là. Je fais juste vous le dire. Là. Mais je vous donne mon expérience que j'ai vécue, parce que j'étais là dans l'opposition, puis j'avais les mêmes récriminances que vous. Puis quand est-ce qu'on va entendre les commissions? Puis on choisit. Puis ceux qu'on invite, c'est bon, ça ne fait pas votre affaire, c'est pas celui-là. Mais il y en a qui sont invités, là, Madame la députée de Bellechasse, vous le dites. Je vais juste vous passer mon commentaire, là, parce que ça ne me dérange pas. Vous avez 40 minutes, donc vous avez tout le temps qu'il faut pour continuer de dire, mais il y a une réalité là, par rapport à la situation physique des lieux de l'Assemblée nationale, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir partagé cette expérience-là. Alors, vous avez vécu... Vous dites que vous avez vécu la même chose que moi. Vous défendiez la même chose que moi quand vous étiez dans l'opposition, donc entre 2014 et 2018, sous un gouvernement libéral, durant la 41e législature. Il y en avait eu 17 mandats qui avaient été accueillis et réalisés de reddition de comptes d'organismes pendant ces 4 ans-là. Mais depuis 2018... des redditions de comptes sur la gestion des organismes, il n'y en a pas eu.
admettons qu'il y en aurait eu un. Il y en avait eu 17 dans la législature de 2014 à 2018, puis en 8 ans, admettons qu'il y en aurait eu un. Selon mes données, il n'y en a pas eu. Alors là, on dit, maintenant, on s'en va, nous, la CAQ, donc on va nous obliger 14 de plus organismes, alors, et même 18 de plus. Alors, il y aura 98 organismes qui seront obligés de venir témoigner de leur gestion en commission parlementaire. C'est comme si on crée une disposition dans la loi tout en sachant qu'elle sera inapplicable pour les raisons, Monsieur le Président, logistiques que vous avez très bien expliquées. Effectivement, à 5 salles, on est limité, en fait, d'activité dans les commissions parlementaires, mais on vient d'en rajouter. Alors, comment ce sera possible? Puis, comme je disais tout à l'heure, il faut que le leader parlementaire choisisse de donner du temps à une commission pour entendre un PDG ou pour traiter d'un projet de loi. Alors, ce que j'en retiens, Monsieur le Président, c'est que là, pour se donner bonne conscience, plutôt, et renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires, on vient ajouter 18 organismes qui auront l'obligation de venir témoigner de leur reddition de comptes. On engage un prochain gouvernement, alors que le gouvernement actuel n'en a pas fait. C'est pas fort, là. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, M. le Président. Parfait. D'autres questions, commentaires? Est-ce que l'article 299 est adopté? Demandez le vote nominal, madame. Demandez-vous le vote nominal? S'il vous plaît. Oui. Donc, vote nominal demandé, M. le secrétaire. Pour, contre, abstention, Mme Duranceau-Bertrand. Pour. Mme Lachance-Bellechasse. Pour. Mme Bourassa-Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Pour. Mme Abou-Khalil-Fabre. Pour. Mme Caron-Lapinière. M. Lafarge-Mainville. Abstention. Article 300, madame. Est-ce que l'article 200, pardon? Est adopté. L'article 299 est adopté. L'article 300, madame la ministre. La loi sur Hydro-Québec, maintenant. Donc, l'article 300, la loi sur Hydro-Québec est modifiée par l'insertion après l'article 21.15 de la section suivante, section 2.8, reddition de comptes en matière de gestion administrative, article 21.6, la commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois tous les 4 ans le PDG, le président directeur général de la société, afin de discuter de sa gestion administrative. Alors, on est dans la même logique que l'article précédent. Questions, commentaires sur l'article 300? Madame la députée Lépinière. Merci, Monsieur le Président. Bien, encore là, c'est dans la continuité pour ce qui est de l'article. C'est dans la continuité pour mon commentaire également. Parce que dans la présente législature, la CAQ a refusé 3 fois d'accorder du temps de commission parlementaire pour entendre le PDG d'Hydro-Québec. Puis le refus le plus récent remonte au 12 février dernier. Alors, c'est pas de l'histoire ancienne, là. La CAPERN, on a demandé d'entendre futur PDG d'Hydro-Québec le 20 février 2023. La séance de travail s'est tenue le 23 mars 2023. C'était mon collègue Greg Kelly. Ça a été refusé. La CAPERN, une demande d'audition de M. Sabiet transmise le 19 septembre 2023. La séance de travail s'est tenue le 30 novembre 2023. Et ça a été refusé. Et le deuxième groupe d'opposition avait demandé de convoquer Mme Claudine Bouchard, la PDG d'Hydro-Québec, concernant les importantes hausses tarifaires réclamées par la Société d'État pour la période 26-28. Encore là, ça a été rejeté le 12 février 2026. Alors, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux, encore une fois, cet article-là, cette disposition-là, si, dans les faits, on le refuse? Quand la demande est demandée, on l'a refusé, mais là, on va obliger les prochains gouvernements à le faire. Madame la députée de Bellechasse. Ma collègue, c'est de bonne foi qu'elle nous partage son opinion, bien qu'on n'en soit pas à quelque chose de si
pertinent dans le cadre de nos travaux parce que ce qu'on est en train de faire, c'est d'enchasser dans la loi un travail qui pourra se faire. Un gouvernement aura toujours, par le biais de ses commissions à l'Assemblée nationale, le devoir et le choix d'auditionner les partis qui le souhaiteront. Donc, il ne faut pas mêler le cadre qu'on est en train d'établir au travail des commissions. Les commissions vont continuer à devoir faire leur travail. Ici, c'est le cadre qui établit les possibilités qui devront être entendues ou qui pourraient être entendues. Madame la députée de Lapinière. Monsieur le Président, oui, c'est mon opinion. C'est l'opinion de la collègue députée de Bellechasse que je ne suis pas pertinente. Mais moi, je vois la pertinence parce que je comprends ce qu'elle tente ce qu'elle explique, c'est-à-dire que les commissions, le gouvernement aura toujours le devoir et le choix d'auditionner. Les commissions auront le choix de faire ça. Je comprends ça. Mais c'est que le problème, c'est que l'article de loi dit « doit entendre au moins une fois tous les 4 ans ». C'est comme l'article précédent. Ça ne dit pas que la commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale peut entendre au moins une fois tous les 4 ans le PDG de la société afin de discuter de sa gestion administrative. Ça ne dit pas non plus, je sais pas moi, le président, le PDG de la société doit se préparer aux 4 ans à venir, peut être appelé aux 4 ans à venir rendre compte. Si c'était libellé de cette façon-là, bien, je serais d'accord avec ce que la députée de Bellechasse dit, c'est-à-dire que ce sera au gouvernement de déterminer si, oui ou non, le PDG, dans ce cas-ci, d'Hydro-Québec sera entendu. Mais c'est que là, c'est pas ça qu'on dit. On dit que la commission doit entendre. Donc, elle est obligée d'entendre le PDG d'Hydro-Québec. Alors, c'est là, je pense que la pertinence de mon propos est... Elle ne peut pas être plus claire que cela, là. Autre question, commentaire? Mais j'aurais aimé entendre la ministre. Pas grand-chose d'autre à ajouter, là. Tu sais, encore une fois, là, attendez, là. Ce qu'on vient permettre, c'est à la commission d'entendre Hydro-Québec en matière de gestion administrative, ce qui n'était pas une possibilité là, établie par la loi avant. Fait qu'on vient donner plus de pouvoir à la commission d'entendre une société d'État qui est Hydro-Québec. Alors, si on avait dit « peut entendre », là, vous diriez « ah ben là, la commission peut, on n'oblige pas, on est trop souple ». Là, c'est « doit ». Après ça, il faut se référer à la gestion des commissions pour pouvoir voir s'il y a des affaires qui soient modifiées à cet égard-là. Mais encore là, moi, mon rôle ici, c'est d'élargir le bassin de sociétés d'État qui peuvent être assujetties aux questions des parlementaires. Puis, je voudrais rectifier que ce qui a été mentionné tantôt par la députée de l'opposition, ce n'est pas exact concernant les auditions à la CAP. Il y en a eu 25 auditions à la CAP dans le cadre du mandat de la CAQ, 2018-2022. Alors, c'est pas vrai qu'on n'a pas entendu personne. On les a entendus. Et il ne faut pas confondre non plus ce dont vous parlez là, avec des mandats d'initiative qui ne sont pas la même chose, là. Merci, Madame la ministre. D'autres questions, commentaires? Oui, Monsieur le Président. Alors, c'est parce que la CAP, c'est ça, juste son travail de faire ça. Donc, c'est différent là, de l'ensemble des commissions. Et la ministre me prête des intentions en me disant que si elle avait écrit peu, j'aurais pas été contente. Non, c'est pas le cas, parce que peu accorde le pouvoir. Puis et dans plein d'autres projets de loi, c'était peu qui était écrit. Je comprends pas dans la LAP là. Mais dans d'autres projets de loi, c'était écrit peu. Et je me souviens d'un collègue de la deuxième opposition qui voulait toujours que ce soit écrit « doit », puis on lui disait « non, on écrit peu ». Alors, ici, le gouvernement, en fin de régime, vient obliger
le gouvernement futur, quel qu'il soit, à entendre tous les 4 ans le PDG d'Hydro-Québec, dans le cas de l'article 300 du projet de loi 7. Et puis, donc, on vient en rajouter une couche. Oui, on veut de la reddition de comptes, mais on pourrait dire peu, puis ça fonctionnerait aussi. Hein. Madame la députée de Bellechasse? Ça va aller, Monsieur le Président, la ministre. Madame la ministre? Si on lit comme il faut, la commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois tous les 4 ans le PDG de la société afin de discuter de sa gestion administrative. Dans le cas de Hydro-Québec, ça serait la commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles. Ce n'est pas la CAP. On peut venir remettre en question comment fonctionne cette autre commission-là aussi, puis ce qu'elle doit ou ce qu'elle peut faire. Mais là, on vient lui donner le droit de convoquer Hydro-Québec. Alors là, après ça, comme je vous ai dit, c'est dans les règlements de la SNAT qu'il faut que ce soit modifié s'il y a quelque chose à modifier. Mais c'est drôle, là. Sous les libéraux, ça marchait, fait que ça doit continuer de fonctionner. Oui, Madame la députée Lapinière. Bien, Monsieur le Président, c'est là qu'on a une vision différente de l'article de loi. Madame la ministre nous dit on vient donner le droit d'entendre PDG d'Hydro-Québec. Mais on ne vient pas donner le droit, on vient de mettre l'obligation. Donner une obligation, c'est pas donner le droit. Oui, s'il y a une obligation, il y a le droit de le faire, là, ça c'est clair. Mais si on donne l'obligation, bien, c'est pas juste d'avoir le droit de faire quelque chose. Hein. Moi, si on me donne un permis de conduire parce que j'ai passé mon test de conduite, ben oui, j'ai le droit de conduire, mais j'ai pas l'obligation de conduire. Alors là, on donne l'obligation. C'est pas juste de donner le droit à une commission parlementaire, effectivement, la commission parlementaire compétente, dans le cas d'Hydro-Québec ou dans l'article précédent, les autres commissions parlementaires dont relèvent les 98 organismes. Alors, je pense qu'il faut être clair. Oui, c'est un objectif de reddition de comptes qu'on partage tout à fait, mais on vient donner une obligation d'entendre et non pas le droit d'entendre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée de Bellechasse. Monsieur le Président, j'aimerais peut-être rectifier le propos parce que le droit était déjà inscrit comme ça dans la loi sur l'administration publique qui, effectivement, a été conçue bien avant notre gouvernement, d'ailleurs par le gouvernement, un gouvernement libéral. Le libellé était initialement doit et n'a pas été changé. Donc ici, ce n'est pas un gouvernement qui oblige, c'est un gouvernement qui reprend le libellé d'une loi tel qu'il était, mais vient ajouter un certain nombre d'organismes. Donc la seule différence, c'est l'ajout d'organismes, Monsieur le Président. Le libellé de la loi sur l'administration publique était déjà doit. Parfait. Madame la députée de Lapinière. Non, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Merci. Donc, est-ce que l'article 300 est adopté? Adopté. Donc, il y a un amendement que vous ajoutez, je crois, un article 300.1, Madame la ministre. Oui. On va juste l'afficher, là, le temps de... Ah oui, OK. OK. Donc, il est affiché, non? Non, pas encore. La technologie est en retard un peu. C'est bon. Allez-y. Okay. Donc, article 300.1, c'est un amendement inséré après l'article 300 du projet de loi, l'article suivant, 300.1. La loi sur la Régie de l'énergie est modifiée par l'insertion après l'article 109 du chapitre suivant, chapitre 8.1, reddition de comptes en matière de gestion administrative. Donc, la commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois tous les 4 ans le président de la Régie afin de discuter de sa gestion administrative. Alors, même chose là, que ce dont on parle depuis plusieurs minutes. On vient assujettir la Régie aux demandes s'il y a lieu de la commission pertinente de l'Assemblée nationale. Madame la députée de Lapinière.
Oui, merci, M. le Président. Une question. Est-ce que la Régie de l'énergie est l'un des 4 autres organismes ajoutés dont la ministre avait parlé tout à l'heure, parce qu'elle avait donné une liste de 14, puis elle a dit qu'il va en avoir 4 autres. Est-ce que la Régie de l'énergie est l'un de ces 4? La réponse, c'est oui. Et là, on vient modifier la loi sur la Régie de l'énergie parce que ça concerne évidemment la Régie. Oui. Merci, M. le Président. Oui. Est-ce que l'amendement qui introduit l'article 300.1 est adopté? Adopté. Article 301. Madame la ministre. OK. Alors là, on parle de la loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement. L'annexe 1 de la loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement est modifiée par la suppression de l'article 7.1. Alors, cet article vise à apporter une modification de concordance avec l'article 305 du présent projet de loi, lequel concerne la nomination des vice-présidents de la Société de l'assurance automobile du Québec. Il est prévu que cette nomination serait désormais faite par le gouvernement et non plus par la société elle-même. Comme les personnes nommées par le gouvernement sont déjà régies par l'article 7 de la loi, de l'annexe 1 de la loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, il n'est plus nécessaire de prévoir un article spécifique pour les vice-présidents de la société. Questions, commentaires? Oui, M. le Président, Madame merci. la Lapinière. Alors, donc, c'est pour une concordance, l'article 301 avec l'article 305 qu'on va voir un petit peu plus loin. Et cet article 305 dit que le gouvernement nomme les vice-présidents et fixe leur rémunération, avantages sociaux, conditions de travail, etc. Alors, actuellement, ça se passe comment? Comment ces vice-présidents sont nommés actuellement si ce n'est pas le gouvernement qui le fait? Sont nommés par la société elle-même, là, par son conseil d'administration qui approuve ces nominations-là. Donc là, maintenant, ça va être le gouvernement. C'est ça. Est-ce que c'est une nomination par décret? Est-ce que c'est Bien, un vote à l'Assemblée nationale? C'est une nomination qui va passer par le processus habituel là, des emplois supérieurs, puis il y a une recommandation qui est faite par les emplois supérieurs, puis c'est entériné au Conseil des ministres. OK. Donc, il n'y a pas de vote là-dessus. C'est vraiment... d'accord. C'est ça. Comme on voit dans d'autres sociétés d'État où ça passe au niveau de... Puis, est-ce que c'était une demande de la Société d'État de faire ce changement-là? Je pense pas que c'était une demande, mais c'était un souhait de notre part de... Dans le fond, c'était une des rares sociétés d'État, je pense, où les VP étaient nommés par le conseil d'administration plutôt que par le gouvernement. Alors, on est plutôt venu... harmoniser, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Harmoniser le processus de nomination pour qu'il soit conforme à ce qu'on fait dans les autres sociétés d'État. Puis, outre l'harmonisation du processus, est-ce qu'il y a un gain à faire au niveau de l'efficacité, par exemple, ou de l'imputabilité, à fonctionner avec cette nouvelle façon de faire qui serait harmonisée avec les autres sociétés? Bien là, c'est pas tant l'efficacité. Au niveau de l'efficacité, c'est que je pense que si tu prends le gouvernement comme une grande entreprise, il est souhaitable que les pratiques soient les mêmes partout, comme ça on sait à quoi s'attendre, puis on sait comment on fonctionne dans l'ensemble du gouvernement. Alors, c'est ça l'objectif. Puis bon, l'histoire étant ce qu'elle est, je pense que c'est important de ramener cette société-là selon les mêmes paramètres que les autres, là. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, est-ce que l'article 301 est adopté? Adopté. Article 302. Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Donc, 302, la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Donc, le fameux chapitre R20. Excusez, fameux n'était pas dans le... C'était mon commentaire éditorial. Fameux n'est pas dans le texte. Je vais le relire là, sans éditoriaux. Donc, 302. La loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, en parenthèse, chapitre R20, est modifiée par l'insertion, après l'article 11 du suivant. Donc, paragraphe 12. La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois tous les 4 ans le président-directeur général de la commission afin de discuter de sa gestion administrative.
Donc, dans les commentaires, l'article 302 du projet de loi propose l'ajout dans la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle, la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, de dispositions prévoyant une reddition de comptes devant les parlementaires du président directeur général de la Commission de la construction du Québec. Et puis souvent, l'article 3.6 de cette loi, le PDG de la Commission est notamment responsable de l'administration et de la direction de cet organisme. La reddition de comptes prévue dans le nouvel article 12 portera ainsi sur sa gestion administrative, à l'instar de ce que prévoit l'article 29 de la Loi sur l'administration publique, ainsi que le nouvel article 39.4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Cette reddition de comptes devra s'effectuer minimalement tous les 4 ans. Fait que même logique là, que ce dont on vient de parler. On a eu Hydro-Québec, on a eu la Régie de l'énergie, là, on a la CCQ. Questions, commentaires, Mme la députée de Lépinière? Merci, M. le Président. Donc, c'est le troisième des 4 qui s'ajoute. C'est ça, les 4 organismes qui Le s'ajoutent. suspense se poursuit. Merci. Je n'ai pas d'autres commentaires. On a fait le débat sur cette question. Est-ce que l'article 302 est adopté? Adopté. Article 303. Et vous aurez un amendement en même temps, mais il faut le lire. Ah, on le retire? Oui, mais il faut le lire après ça, vous le retirez. Vous déposerez votre amendement. C'est ça. OK. Donc, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, 303, l'article 176.0.2 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, chapitre S-2.1, est modifié par le remplacement de 30 par 29. Et là, on retire ça, M. le Président. C'est ça. Vous pouvez lire votre amendement maintenant. Et je vais lire mon amendement. Mon amendement dit « Retirer l'article 303 du projet de loi ». Et votre explication. Oui, sans doute. Alors, oui, donc cet amendement retire l'article 303 du projet de loi, puisque l'article 163.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit déjà une mesure similaire. En effet, cet article 163.1 prévoit que le président directeur général de la CNESST est imputable devant l'Assemblée nationale de sa gestion administrative. L'article prévoit aussi que la commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun et, selon le cas, le président directeur général, afin de discuter de leur gestion administrative et énonce ce sur quoi la commission parlementaire peut discuter, par exemple. Bon, déclaration de service aux citoyens, résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique. Donc, c'est des exemples. Alors, c'était déjà là, donc on ne l'ajoute pas une deuxième fois. Bon. C'est une coquille, hein? Tout Questions, simplement, si on dit commentaires, les vraies Mme la choses. députée de Lépinière? Merci, M. le Président. Donc, c'était déjà prévu que le PDG de la CNESST vienne faire cette reddition de compte-là. C'était déjà, puis il était déjà dans la liste de départ des 80, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que je comprends que le suspense, Madame la ministre, ce ne sera pas 4 de plus, mais 3 de plus, puisque ça s'est retiré? Il y en a 3 au lieu de 4, finalement, qui sont ajoutés. Il était comme déjà dans la base. Il était déjà. Dans la base. Merci. Donc, la réponse à la question, c'est oui. OK. Oui, quoi? Est-ce que l'amendement à l'article 303 est adopté? Est-ce que l'amendement à l'article 303 est adopté? Oui. Adopté, c'est ça? C'est ça, j'ai bien compris. Donc, l'amendement étant adopté, l'article 303 est retiré. Article 304, Madame la ministre. OK. Un instant, là, que je me retrouve dans mes feuilles. 304. Donc, la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec. 304, l'article 10 de la loi sur la Société d'assurance automobile du Québec est modifié par l'insertion après rémunération de les avantages sociaux. Alors, l'article 10 de la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec prévoit que le conseil d'administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du PDG à l'intérieur des paramètres que le gouvernement détermine. L'article 304 du projet de loi propose de modifier le libellé de cet article pour y préciser les avantages sociaux, et ce, en concordance avec le libellé proposé à l'article 305 du projet de loi qui vise la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des vice-présidents de la Société. En pratique, cet ajout n'a pas pour effet d'accorder un pouvoir supplémentaire au conseil d'administration de la Société en matière de fixation des conditions de travail du PDG. Les avantages sociaux sont en effet inclus dans les autres conditions de travail dont il est déjà question à l'article 10. Questions, commentaires? Madame la députée de Lépinière? Oui. Oui, merci. Alors, est-ce que je comprends qu'au lieu de se limiter, disons,
limiter est peut-être pas le bon mot, là, mais au lieu de dire les autres conditions de travail qui est général, qu'on vient préciser les avantages sociaux. Bien, il y a toujours les autres conditions de travail qui sont là, j'imagine, mais on vient juste préciser les avantages sociaux. Plus de précision, puis c'est pour que le texte à 304 reflète le texte de 305, puis que le libellé soit le même dans les deux articles. Là. J'imagine que c'est la même chose puisque 305 est une disposition qui vient harmoniser les pratiques d'Hydro-Québec, oui, avec les autres organismes que le libellé dans d'autres lois pour les autres organismes dit les avantages sociaux et les autres conditions. Je présume, là, oui. Okay. Confirmé, oui. Merci. Est-ce que l'article 304 est adopté? Adopté. Article 305, Mme la ministre. L'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant. Le gouvernement nomme des vice-présidents et fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. Ces vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein sous l'autorité du président-directeur général. Donc, c'est ici là, qu'on vient confier au gouvernement la tâche de nommer les VP pour harmoniser ce qu'on fait dans les autres sociétés d'État. Question, commentaire, Mme la députée de Lapinière? Non, je constate que c'est la suite de l'article 3. En fait, le lien avec l'article 301, si je ne m'abuse. Merci, M. le Président. Est-ce que l'article 305 est adopté? Adopté. Et là, vous introduisez un amendement qui introduit 305.1, je crois. Exactement. On va juste l'afficher à l'écran. Très bien. Et voilà. OK. Donc, 305.1, de la loi sur la Société d'assurance automobile du Québec, inséré après l'article 305 du projet de loi le suivant, 305.1. Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 12 du suivant, 12.1. La durée du mandat des vice-présidents ne peut excéder 5 ans. À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau. Alors, le commentaire, l'amendement vise à limiter la durée des mandats des vice-présidents de la Société d'assurance automobile du Québec qui seront dorénavant nommés par le gouvernement. Il prévoit également que les vice-présidents demeureront en fonction à la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau par le gouvernement. Alors, ça aurait dû être précisé avant. On vient de le préciser. Puis là aussi, c'est conforme aux pratiques en vigueur dans les autres sociétés d'État où les nominations se font pour maximum 5 ans. Ne peut excéder 5 ans, c'est ça. Question, commentaire, Mme la... Ça va? On harmonise encore une fois les normes. Ça aurait dû être d'emblée, là. C'est un amendement, ça avait été oublié, mais ça aurait dû être là du départ. Merci. Est-ce que l'amendement qui introduit l'article 305.1 est adopté? Adopté. Article 306. OK. Alors, c'est notre suspense, là, ici. Donc, c'est la loi sur la Société des alcools du Québec. Donc, c'est 306. L'article 23.16 de la loi sur la Société des alcools du Québec est modifié par l'ajout à la fin du paragraphe suivant, paragraphe 8. Pour l'application de l'article 39.4 de cette loi, la commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale est celle pouvant entendre la société. Donc, l'article 23.16 de la loi sur la Société des alcools assujettit la Société québécoise du cannabis à la plupart des dispositions de la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, ce qui comprendra le nouvel article 39.4 que l'article 299 du projet de loi propose d'édicter et qui prévoit une reddition de comptes devant les parlementaires du principal dirigeant de chaque société, au moins tous les 4 ans. Au moins, oui, c'est ça. Donc, l'article 306 du projet de loi modifie cet article 23.16 afin de préciser que cette reddition de comptes sera effectuée devant la même commission parlementaire que celle devant laquelle le PDG de la Société des alcools devra rendre compte. Question, commentaire? Oui, Monsieur le Président. Alors là, je comprends que cet article 306 qui vient modifier la loi sur la Société des alcools du Québec ne sera pas harmonisé avec les articles dont on a longuement discuté plus tôt, puisqu'ici, on dit que pour l'application de l'article 39.4 de cette loi, donc la loi sur la Société des alcools du Québec,
La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale est celle pouvant entendre la société. Alors que dans les autres, on disait que la commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit au moins une fois tous les 4 ans entendre le PDG de la société. Donc, pourquoi cette non-harmonisation? On vient juste préciser ici, il faudrait lire 39.4 là, de la loi sur la Société des alcools, parce qu'on vient juste préciser dans cette modification-ci la commission qui va devoir entendre. Mais c'était déjà là le doigt dans 39.4, la loi sur la Société des alcools. C'est juste la commission qui devait entendre qui n'était pas là. Bon. OK, on va demander à notre légiste de préciser. Elle semble l'avoir très bien en tête. Consentement. Donc, donnez votre titre, votre nom et votre titre. Oui, merci, M. le Président. Alors, Geneviève Desbiens, je suis avocate au ministère de la Justice. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est 39.4 de la loi sur la gouvernance des sociétés d'État qu'on a entendu tantôt en étudiant l'article 299. C'est là qu'on dit « doit ». La commission doit au moins une fois tous les 4 ans. Ici, tout ce qu'on dit, c'est « tu dois le faire », mais tu vas pouvoir le faire de cette manière. Fait qu'on a le droit à 39.4, puis OK. ici, on dit la commission parlementaire compétente de l'Assemblée est celle qui peut faire ce qu'elle doit faire. Mais quand on dit la commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale est celle pouvant entendre la société, on ne précise pas c'est laquelle commission parlementaire, parce qu'on dit la commission parlementaire compétente. Donc, c'est comme la même chose que dans les autres articles. On dit la commission parlementaire compétente. Mais qu'est-ce que ça... Je ne comprends pas l'utilité de cet article-là, puisque on vient de m'expliquer que le doigt est déjà là avant, ce qui uniformise, disons, c'est tout. Le doigt est déjà là. Puis là, on vient comme rajouter que la commission parlementaire compétente de l'Assemblée est celle pouvant entendre la société. Mais ça ne me précise pas c'est quelle commission parlementaire, ça? Parce que Mme la ministre a dit, bien, on vient préciser la commission qui peut le faire. Mais on ne la précise pas, on dit juste la commission parlementaire compétente. Oui, moi, je l'enverrai à Alain. Envoyez-la à Alain. Est-ce qu'on peut... Vous avez consentement pour que Maître Hudon puisse... Consentement? Consentement, donc, vous pouvez juste vous avancer. Est-ce que vous êtes capable, vous avez votre micro, donc vous vous présentez et nommez votre titre. Merci, M. le Président. Alors, Alain Hudon, je suis légiste à la direction des affaires juridiques du ministère des Finances, économie, tourisme, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est qu'on parle d'une filiale d'une société d'État. C'est la seule filiale d'une société d'État qui est assujettie à la loi sur la gouvernance des sociétés d'État parce que tout son régime constitutif, il est dans une loi particulière, qui est celle de la loi sur la société des alcools. Donc, ce qu'on vient prévoir ici, compte tenu qu'on applique la loi sur la gouvernance de cette société-là, on dit, bien, écoute, à l'égard des mesures de reddition de compte, bien, tu vas être assujetti à la mesure de reddition de compte qu'on a prévue tantôt, qu'on a insérée dans la loi 299. Mais dans la loi 299, on va dire, c'est devant une commission parlementaire compétente. Il n'y a pas de problème à trouver une commission parlementaire compétente pour les sociétés d'État. Et pour les filiales de sociétés d'État, il y a une interrogation qui se pose. Y a-t-il des commissions parlementaires compétentes pour entendre une filiale d'une société d'État? Donc, ici, là, on élimine toute incertitude. On vient dire, bien, la commission parlementaire compétente là, qui va devoir entendre en reddition de compte la Société québécoise du cannabis, ça va être la même commission parlementaire qui serait appelée à entendre la SAQ. Donc, la filiale est, entre guillemets, soumise ou relève de la même commission parlementaire que la société dont elle est une filiale. C'est exactement ça, M. le Président. Okay. Merci, M. le Président. Merci, Maître, pour l'explication. Parfait. D'autres questions, commentaires sur l'article 305, l'amendement qui introduit 305.1?
Donc, S306, excusez-moi. On est à 306, excusez-moi. Donc, est-ce que l'article 306 est adopté? Adopté. Article 307. Alors, le règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs publics. 307, l'article 4 du règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs publics est modifié par l'insertion dans le deuxième alinéa et après droit de en toute imputabilité. Donc, c'est ça, c'est une concordance, fait que ça se lirait. Leur contribution doit être faite dans le respect du droit, en toute imputabilité, avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité. Ça, c'est les Question, administrateurs publics. Sur l'éthique et la déontologie des administrateurs publics. Puis il manquait, si je comprends bien, il manquait le « en toute imputabilité ». Bien, encore là, tu sais, c'était sous-entendu dans l'ensemble de l'œuvre. Ouais. On est venu le mettre noir sur blanc au cas où quelqu'un aurait des... Question. Ben, pas des questions, ou au cas où quelqu'un l'oublierait. Fait que là, c'est écrit. Autre question, commentaire? Non, merci. Bon. Est-ce que l'article 307 est adopté? Adopté. Article 308, Mme la ministre. Alors, dispositions diverses particulières. Oh, excusez-moi, vous avez 307.1. Vous avez un amendement qui ajoute 307.1. Excusez-moi. Excusez-moi. Non. Mon acolyte suit très bien, là. Ah oui, OK. Donc, 307.1, ce qu'on vient insérer, c'est les mesures transitoires pour ce qu'on a discuté un petit peu plus tôt, là, ce dont on a discuté plus tôt avec le député de Marguerite Bourgeois. Donc, règles transitoires pour les stages. Article 307.1, dispositions transitoires insérées avant l'article 308 du projet de loi le suivant, 307.1, les articles 13 et 15 de la loi sur la fonction publique, modifiés par les articles 293.1 et 293.2 de la présente loi, s'appliquent uniquement aux personnes recrutées ou promues selon le cas après le, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi. Alors, je vais lire le commentaire. La modification de la durée du stage probatoire au recrutement et à la promotion des fonctionnaires, ainsi que la condition de compléter le stage probatoire intégralement au sein d'un même ministère ou d'un organisme s'appliqueront seulement aux personnes recrutées ou promues après la date de la sanction de la présente loi. Les personnes qui seront en cours de compléter leur stage au moment de la sanction de la présente loi ne seront pas visées par les nouvelles exigences. Alors, c'est vraiment pour les nouvelles personnes qui entrent dans la fonction publique où on vient changer les règles du jeu. Bon. Ça va, merci. Donc, est-ce que l'amendement qui introduit l'article 307.1 est adopté? Adopté. Donc, l'article 308. Dispositions diverses particulières, 308. Les dispositions de l'article 55.1 de la loi sur la fonction publique, édictées par l'article 295 de la présente loi, sont réputées faire partie des conditions de travail de toute personne engagée à contrat, conformément à l'article 57 de cette loi avant le, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi. Donc, le commentaire, cet article prévoit que les obligations prévues à l'article 55.1 de la loi sur la fonction publique, édictées par l'article 295 du présent projet de loi, sont réputées faire partie des conditions de travail des personnes engagées à contrat conformément à l'article 57 de cette loi avant la date d'entrée en vigueur de cet article. Donc, note additionnelle, là. Par le nouvel article 55.1 de la loi sur la fonction publique, l'administrateur d'État est tenu de contribuer à la réalisation de la mission de l'État et à la bonne administration de ses biens, et sa contribution doit être faite en toute imputabilité, avec prudence, diligence, efficacité et équité. Comme la personne engagée à contrat occupe un emploi rémunéré à l'article 55, et bien qu'elle n'ait pas le classement d'un administrateur d'État, il apparaît cohérent que de tels principes s'appliquent également à elle. C'est pour les administrateurs d'État. Madame la députée Lapinière. Oui, juste une question pour ma compréhension. Donc, on comprend que les fonctionnaires, les employés, les salariés de la fonction publique ont ces obligations par rapport notamment à la mission de l'organisme. Alors là, est-ce que cette disposition-là vient donner cette obligation-là aux personnes qui sont contractuelles? C'est que si tu n'étais pas un employé de la fonction publique tel quel, là, puis que tu es un employé qui est là à contrat, bien, les dispositions qu'on a adoptées viennent s'appliquer à cette personne-là aussi. C'est pour s'assurer de ça.
Alors, est-ce que ce sont des dispositions qui vont être ajoutées à l'avenir aux contrats qui seront signés avec les contractuels? Et pourquoi je pose cette question-là? C'est parce que, est-ce que si on dit dans la loi que ces personnes contractuelles finalement, ont ces obligations-là, on pourrait les mettre dans leur contrat, ou peut-être que c'est pas nécessaire parce que c'est dans la loi puis on veut les obliger, là, mais est-ce que ça s'applique à tout le monde qui est déjà contractuel ou ce sera juste pour les futurs contractuels? La notion de la date. Répéter, faire partie des conditions de travail. Ah, OK, je vois que c'est avant. Non, c'est ça. Donc, ça? les dispositions de 55.1 sont réputées faire partie des conditions de travail de toute personne engagée à contrat avant le. Donc, c'est une disposition transitoire pour que la question ne se pose pas. Si tu étais à contrat, même avant l'adoption de ce projet de loi-là, la notion d'imputabilité, elle te vise. Si tu ne le savais pas, tu es imputable. Alors maintenant, les contractuels, que le mot soit clair. soit clair. Exactement. Donc, sont imputables. Alors, ça veut dire que, en fait, je pose la question, ça veut dire que si un contractuel ne travaillait pas dans le sens de la mission de l'organisme et qu'on pouvait prouver qu'il ne travaille pas dans le sens de la mission de l'organisme, à ce moment-là, il y aurait des conséquences, j'imagine, à même son contrat, soit que le contrat se termine, soit qu'il y a des... Ça vient donner des leviers ou des paramètres additionnels sur lesquels s'appuyer quand tu dis, bon, mais là, je monte un dossier parce que ça ne marche pas. Ou dans le cas d'un contractuel, on a vu que c'était plus simple de mettre un terme. C'était la vie de 15 jours, là, sans autre. C'est surtout qu'il y a un contrat. Donc, déjà, il y a une période de fin, puis après ça, il y a les autres mesures disciplinaires. Donc, c'est prévu dans le contrat. Puis... Alors que cette obligation-là soit dans le contrat ou pas, puisqu'elle est dans la loi, normalement, ça devrait être... Double protection. Puis c'est autant administrateur public qu'administrateur d'État. C'est ça. Fait qu'administrateur public, c'est si tu es contractuel nommé sous-ministre, disons. Administrateurs publics qui ne sont pas contractuels, les autres sont permanents. Fait qu'on avait l'article 55. Ouais, tu pourrais avoir un administrateur public nommé sous-ministre. Un externe qui arrive, qui est nommé sous-ministre. Il ne porterait pas le titre d'administrateur public. D'État, je veux dire. Il y aurait administrateur public, mais il ne serait pas administrateur d'État. Non. On a différentes catégories, mais l'imputabilité, on veut s'assurer qu'elle s'applique aux administrateurs d'État, aux administrateurs publics, puis aux personnes engagées à contrat. Monsieur le Président, est-ce que je pourrais vous demander que la personne ait le micro pour qu'on puisse, parce que ce ne sera pas dans le verbatim l'explication. Parfait. Donc, sinon... vous nommez. Il y a déjà consentement, Mme Gingras. Allez-y. Dans le fond, ici, on est vraiment dans des mesures de concordance. Donc, la notion d'imputabilité, on l'a abordée dans des articles précédents. Ici, on veut juste s'assurer que tout le monde est visé, qu'on soit administrateur d'État, administrateur public ou personne engagée à contrat. Merci. Parfait. Est-ce que l'article 308 est adopté? Adopté. Article 309. 309. Donc, malgré toute disposition inconciliable d'un décret, lorsqu'un nouveau classement est attribué en application de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique à un administrateur d'État nommé avant le 1er avril 2020, le gouvernement peut décider du traitement auquel a droit cette personne et aucune indemnité ne peut être réclamée à la suite de cette décision. Donc, cet article prévoit que malgré toute disposition inconciliable d'un décret, lorsqu'un administrateur d'État nommé avant le 1er avril 2020 se voit attribuer un classement dans un autre corps d'emploi en application de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique, le gouvernement peut décider de son traitement sans que cette personne ne puisse réclamer une indemnité à la suite de cette décision. Aucune protection salariale n'est donc accordée à ces personnes. Bon, ça va nécessiter sans doute un peu de précision. Question, commentaire, Mme la députée de Lapinière? Oui, Monsieur le Président, effectivement, ça va nécessiter un peu de précision. Pour ma part, quand on parle de disposition inconciliable d'un décret, si c'est possible d'expliquer ou de donner des exemples de ce que c'est, puis pourquoi cette disposition-là est jugée nécessaire à ce stade-ci. Oui, peut-être Mme Gingras, voilà. Mme Gingras, allez-y. Je vais peut-être répondre juste à une partie de votre question, sinon on pourra déléguer à quelqu'un d'autre.
Actuellement, les administrateurs d'État, le statut d'administrateur d'État vient avec la permanence, qui avait été nommé avant le 1er avril 2020. S'ils faisaient l'objet d'un reclassement, leur salaire était protégé, leur retraitement était protégé. Là, ici, ce qu'on vient introduire, notamment avec l'inclusion d'un stage probatoire de 2 ans, on veut s'assurer, notamment dans le cas d'un reclassement qui pourrait découler d'un échec du stage probatoire, de permettre un ajustement au traitement de l'administrateur d'État en question, si on le reclasse comme cadre, par exemple. Ce qui veut dire que le traitement va être affecté à la baisse. C'est à la discrétion du gouvernement, mais ça pourrait être dans un cas d'un échec de stage probatoire. Donc, après 1 an, la personne retourne cadre, mais il pourrait avoir ici, avec cette disposition-là, permettre d'ajuster le traitement pour se retrouver à un niveau de traitement de niveau cadre, par exemple. Et ce stage probatoire, puisque de ce que je comprends, ce sont des postes quand même assez haut placés, et on parle de stage probatoire, alors que les postes assez haut placés, normalement, c'est des gens qui ont quand même gravi les différents échelons dans la fonction publique. Est-ce que le stage probatoire est une notion qui est relativement récente pour permettre, par exemple, à des personnes qui ont fait carrière dans le secteur privé de faire comme une transition dans le secteur public? Est-ce que... Voulez-vous répondre, Mme la ministre? La notion de stage probatoire est introduite dans le projet de loi pour les administrateurs d'État. Donc, c'est une nouvelle disposition là, du stage probatoire de 24 mois. Donc, ça va être pour toute personne qui va être nommée pour la première fois administrateur d'État. Puis administrateur d'État, on se rappelle, on l'a énuméré tout à l'heure, mais c'est secrétaire général associé, secrétaire adjoint au Conseil de l'exécutif, secrétaire adjoint au Trésor, sous-ministre adjoint. C'est ça notre cohorte d'administrateurs d'État. Donc, toute personne qui va être nommée pour une première fois administrateur d'État aura un stage probatoire de 24 mois à faire. Puis, selon son statut antérieur, bien là, ça va redéfinir, là, en cas d'échec, là, son statut par la suite. Donc, quelqu'un qui arriverait du privé, dans votre question, ferait le stage probatoire de 2 ans. Puis, s'il y a un échec du stage probatoire, comme on avait discuté précédemment, bien, la personne aurait une fin de son contrat. Bien, c'était pas un contrat, mais il serait congédié là, de la fonction publique et retournerait dans une fonction privée. Et dans le cas où c'est une personne qui a un cheminement dans la fonction publique, s'il y a échec du stage probatoire, à ce moment-là, retourne au poste de cadre qu'il avait avant ou à un autre poste de cadre de même niveau. Exact. Puis là, le gouvernement se réserve le droit de réduire son traitement ou de le garder pour une raison quelconque, de le garder au même niveau. Alors, je comprends que même les personnes qui ont fait carrière dans la fonction publique vont être soumises à ce stage probatoire avant de devenir administrateur d'État. Exactement, pour être capable d'observer justement dans l'action, parce que c'est quand même un poste différent, un poste de directeur ou de directeur général dans un ministère versus sous-ministre adjoint, par exemple, ou sous-ministre. Donc, c'est pour permettre d'observer dans l'action si la personne a toutes les compétences pour exécuter le mandat qui lui est confié. Puis, qui va attester, par exemple, qui va faire cette... entre guillemets, cette surveillance ou cette supervision de l'administrateur d'État stagiaire? Est-ce qu'il y a des... Parce que j'étais pas au début de l'étude détaillée de ce projet de loi-là, donc peut-être que vous l'aviez expliqué plus tôt, mais comment va fonctionner finalement ce stage-là? Ça va être son supérieur. Si c'est un SMA, ça va être son SM qui le supervise. Puis si c'est le sous-ministre, bien, c'est emploi supérieur puis secrétaire général qui supervise ça. Puis, tu sais, ça, quand même, là, c'est important, parce que ce qui indigne la population, c'est que des gens se fassent taper sur les doigts, mais que finalement, tu les déplaces, puis il n'y a pas d'impact. Mais là, on se donne la possibilité de dire, écoute, on te déplace, puis c'est bien une valeur, mais tu n'auras pas le salaire du sous-ministre, alors que tu ne le méritais pas, considérant ce que tu es capable de livrer comme performance. Alors, le décret du 1er avril 2020... a été écrasé par ce qu'on fait là. OK. Et est-ce que c'est possible que à la fois un sous-ministre et un sous-ministre adjoint soient tous deux en stage de probation dans un même ministère? Ça pourrait arriver. Là, c'est une nouvelle disposition. Ça pourrait arriver. Il ne faut pas l'exclure. Alors, dans ce cas-là, ce ne serait pas pour le sous-ministre adjoint, admettons, qui est stagiaire et dont
le supérieur immédiat est aussi stagiaire, ce serait peut-être pas nécessairement ce supérieur immédiat qui ferait la supervision, mais peut-être un échelon plus élevé, ou c'est pas prévu à ce stade-ci? Il y aura, je sais pas. Non, allez-y. Il y aura des règles. Oui, c'est ça. Il y aura des règles de gestion interne. Ça va être effectivement supervisé, coordonné par le secrétariat aux emplois supérieurs. Dans des cas comme ça, il y aura peut-être l'implication du secrétaire général, l'équipe du secrétariat aux emplois supérieurs avec les observations qui auront été faites, parce que ce ne sera pas la décision unilatérale. Il va falloir ça va demeurer quand même une décision du Conseil des ministres, hein, parce que c'est le Conseil des ministres qui nomme, c'est donc le Conseil des ministres aussi qui dénomme. Là, donc, ça va être sur la base des recommandations qui auront été fournies, puis ces recommandations-là vont être travaillées conjointement avec le secrétariat aux emplois supérieurs, surtout si on arrive dans des cas particuliers comme vous exposez. Alors, donc, ces règles restent à être définies. Ce sont des règles internes qui devront être définies sous peu pour la mise en œuvre. Exact. Merci. Ça va? Est-ce que l'article 309 est adopté? Adopté. Et il y a un amendement qui introduit 309.1. On va juste le montrer. Oui, puis j'aimerais ça qu'on puisse le finir avant l'ajournement, parce que ça va clore ce sujet-là, si vous voulez bien. Allez-y. On va pouvoir libérer nos équipes sur ce sujet-là. À la lecture. Parfait, j'arrête d'en parler. Article 309.1, insérer après l'article 309 du projet de loi le suivant, 309.1, le mandat des vice-présidents de la Société de l'assurance automobile du Québec, en fonction indiqué ici la date de la sanction de la présente loi, est poursuivi aux mêmes conditions comme s'ils avaient été nommés par le gouvernement, et il prend fin le 30 avril 2027 sans préavis et sans autre indemnité que l'allocation prévue à leurs conditions de travail. Le gouvernement ou la Société d'assurance automobile du Québec peut toutefois mettre fin à un tel mandat avant le 30 avril 2027, sans autre préavis et sans autre indemnité que le préavis et l'allocation prévue aux conditions de travail du vice-président concerné. Donc, malgré l'article 301 de la présente loi, la fonction de vice-président de la Société d'assurance automobile du Québec demeure une fonction de niveau non syndical désignée à l'annexe 1 de la loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement à l'égard des vice-présidents visés au présent article, et ce jusqu'à la fin de leur mandat. Alors, c'est une mesure transitoire qui vise à maintenir les mandats des vice-présidents de la Société d'assurance automobile du Québec en fonction au moment de la sanction du projet de loi. Ces mandats se poursuivront jusqu'au 30 avril 2027, aux mêmes conditions que celles dont les vice-présidents bénéficient actuellement, et ce, sans préavis, sans autre indemnité que l'allocation prévue à leurs conditions de travail. Le gouvernement ou la société pourrait toutefois mettre fin au mandat avant le 30 avril 2027, sans autre préavis, sans autres indemnités que les préavis et l'allocation prévue aux conditions de travail des vice-présidents concernés. Alors, puis l'article propose aussi de maintenir la fonction de VP de la société en tant que fonction de niveau non syndical. Puis une note additionnelle, les vice-présidents actuels de la société ont été nommés par celle-ci et bénéficient de conditions de travail établies dans des contrats individuels. Donc, les vice-présidents dont les mandats prendraient fin le 30 avril 2027 n'auraient pas droit au préavis prévu dans leurs conditions de travail, puisque la date de fin de mandat prévue à la loi tient lieu de préavis. Bon. Madame la députée de Lapinière. Oui, alors juste concrètement, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, ça veut dire que les vice-présidents actuels de la SAAC continuent aux mêmes conditions, comme si, parce que c'était pas on dit comme s'ils avaient été nommés par le gouvernement, donc ils n'ont pas été nommés par le gouvernement, ils ont été nommés par la société. À ce moment-là. Alors, donc, leur mandat continue jusqu'au 30 avril 2027, peu importe quand ils ont été nommés. Je comprends que ça s'arrête le 30 avril 2027, sans préavis, sans autre indemnité que l'allocation prévue. Et est-ce que je comprends que le gouvernement pourrait décréter que tel titulaire de tel mandat pourrait se voir couper son mandat avant le 30 avril 2027 sans autre préavis, sans autre allocation? C'est bien ce que je comprends. Et que quand on dit malgré l'article 301 de la présente loi, la fonction de VP de la SAAC demeure une fonction de niveau non syndicable désignée à l'annexe 1 de la loi sur le régime de retraite. Donc, ça veut dire que la personne ne pourrait pas invoquer le fait que son poste pourrait être syndiqué pour se protéger du début de la disposition. Est-ce que je le comprends correctement? Je laisserai peut-être aux avocats. Hein. C'est parce que tout à l'heure,
En lisant, la ministre a dit non syndical, mais c'est écrit non syndicable. Donc, c'est pour ça. OK. J'ai dit quoi, moi? Non syndical. Et c'est écrit non syndicable. Si vous permettez, je vais laisser notre juriste de Maître Rochette du Et transport. vous présentez, madame, j'ai consentement, vous présentez et vous donnez votre fonction. Merci, Monsieur le Président. Donc, Émilie Rochette, je suis avocate au ministère de la Justice à la DAGE Transport Mobilité durable. Cet alinéa-là, en fait, est simplement là, étant donné qu'on a mis, vous avez l'article 301 là, qui concernait la loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, qui venait retirer la fonction de vice-président de la SAC de l'annexe. Cette annexe-là vient prévoir les différentes fonctions, les organismes dont les employés sont assujettis à ce régime de retraite-là. Étant donné que les VP de la SAC vont désormais être nommés par le gouvernement. Ils vont être régis par un autre paragraphe, tout simplement, de cette annexe-là. Mais là, étant donné qu'on a besoin d'une mesure transitoire pour viser ces VP-là, bien, ce qu'on prévoit, c'est que pour ces VP-là, jusqu'au 30 avril 2027, ou jusqu'à ce que leur mandat prenne fin avant, là, le cas échéant, suivant la linéa 2, bien, on va tout simplement considérer qu'ils sont toujours visés par ce paragraphe-là de l'annexe 1 de la loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement. Là. Donc, c'est juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petits vides juridiques, si on veut, concernant le régime de retraite. Là, j'ai besoin du consentement parce qu'on a dépassé 12h30. Est-ce que j'ai consentement pour qu'on puisse terminer ce dossier? Ça va? Ouais. Donc, d'autres questions, commentaires? Ben, oui, donc, alors, selon la réponse de la juriste, l'article 301, ça concerne juste le régime de retraite, une mesure transitoire pour le régime de retraite.